Salut à tous, bienvenue dans ce 6e épisode, et oui déjà, Overtime, très heureux de vous retrouver. On vous rappelle, Overtime, c'est avant tout votre émission. Vous qui nous suivez, n'hésitez pas à poser un maximum de questions sur les thèmes que nous allons aborder tout au long de cette émission. Et puis, je ne suis pas tout seul à les aborder. Il se paquette la fraise, pas dans le sens québécois qu'on connaît, de savoir s'enivrer, faire la fête, quoique. Il aime faire la fête et vous faire vivre ses émotions de commentateur. C'est Jonathan Fillon. Salut Joe. Salut à tous. Alors, il y a un homme qui a une boule de cristal et qui avait déjà vu que Fribourg allait battre Zurich dans son dernier match qui s'est joué ce week-end. Monsieur le sorcier, Stéphane Rochette. Salut Stéphane. Salut tout le monde. Puis le troisième des intervenants à mes côtés aujourd'hui est en train de vous préparer une super série sur des jeunes talents du hockey sur glace qui ont fait leur début en National League pour certains. Je ne vous en dis pas plus, vous trouverez ça prochainement sur nos différents réseaux sociaux et à l'antenne également. C'est Jérôme Beuchat. Salut Jérôme. Salut Jacques, salut à tous. Le dernier, c'est un peu le couteau suisse. Il y a simplement le tire-bouchon que je n'ai pas pris parce que j'essaye de boire avec modération quand je fais ce genre d'émission. Tantôt la prod, tantôt les commentaires, tantôt également le web avec les annonces que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux. Et puis aujourd'hui, le plaisir de vous retrouver pour cet Overtime. Vous allez bien, messieurs? Top. Très magnifique. bien. Écoutez, je vous propose de passer à l'actualité. On l'a dit, on va passer en revue les 4 clubs romans. On aura un débat, on aura un coup de cœur ou un coup de gueule au milieu des clubs romans. Et je vous propose tout de suite de débuter cet Overtime avec Lausanne. Et le Lausanne Hockey Club qui a remporté une magnifique victoire. On va peut-être commencer par ça parce que dans l'esprit des gens, c'est déjà de parler de la quarantaine. Mais non, il y a eu un superbe succès face à Zug, le leader du championnat, qui n'avait plus perdu dans le temps réglementaire depuis 21 rondes de championnat. Or, Joe, tu les as suivis quelques fois. Quelle perf face aux Zugois? Une magnifique performance, une grosse victoire. Pour moi, là, c'était vraiment la façon de dire que Lausanne a pu dire on est à prendre vraiment au sérieux. Oui, on a eu un bon début de saison. Oui, les chiffres étaient là. Oui, on est en retard dans le classement parce qu'on a eu des quarantaines puis il nous manque des matchs. Sauf que, mine de rien, cette victoire-là prouvait à quel point Lausanne peut battre toutes les équipes, a vraiment une très belle formation avec beaucoup de profondeur, avec beaucoup de talent. C'est une équipe à prendre au sérieux. Et ce qui me désole le plus, c'est que j'aurais aimé voir Lausanne les matchs suivants après une victoire comme ça, parce que là, ça joue dans la tête. Tu bats Zug, tu bats les leaders du championnat qui n'avaient pas perdu depuis une vingtaine de matchs en temps réglementaire. Tu les bats de très belle façon. Ce n'est pas une victoire à l'arraché, ce n'est pas une victoire où Lausanne s'est fait dominer, bien au contraire, une victoire de 5-1, c'est convaincant. Et patate, on tombe en quarantaine, on n'aura pas la suite de ça. Et après, c'est toujours de reprendre le rythme, de reprendre le tempo, le game shape après quarantaine. Donc ça, c'est dommage parce que j'aurais aimé voir Lausanne poursuivre sur ce succès. Ouais, moi, ça je suis tue le exactement championnat. d'accord. Effectivement, ça tue le championnat. C'est vraiment une période dans laquelle ils se sentent plutôt bien. Ils battent le leader. Effectivement, tu le dis, Joe, c'est compliqué de s'arrêter net à ce moment-là, Jérôme. Exactement, c'est dur parce qu'ils ont fait que 5 matchs, je crois, entre les deux quarantaines, si je ne me trompe pas. Ils ont battu 2 fois en Brie, puis ils ont perdu à Davos et puis à Lugano. Puis là, il y a ce match contre Zug, mais au-delà du résultat, c'est la manière. C'est que Lausanne a été dominateur. Ils ont vraiment mis à mal cette équipe zougoise qui péclotait un petit peu. On sentait que peut-être cette défaite allait arriver aussi. Mais c'est vrai que Lausanne a vraiment dominé un match qui était un des meilleurs matchs qu'on a vu cette saison aussi, je pense. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir l'apport aussi de Boson, de Douai. Donc, les buts ne sont pas venus que des ténors. Je pense que les ténors des deux équipes ont fait plus ou moins un match nul ensemble. Et puis, c'est la profondeur de Lausanne qui est intéressante. Et ça donne encore des arguments pour dire que la transaction de cet été, quand vous voyez Moy et Vermin qui performent OK, sans plus, et les gars qui ont apporté du soutien, qui ont apporté un équilibre à Lausanne. Donc, la transaction qui n'était peut-être pas voulue à l'origine, celle de Vermin, a peut-être tourné finalement en faveur de Lausanne. En tout cas, je ne dis pas que c'est mauvais pour Genève, mais disons que ça a amené un équilibre dans l'alignement de Lausanne qui est intéressant. Et je reviens à la charge avec un autre truc aussi, c'est qu'on voit dans ces matchs-là que la défensive, les joueurs de défense de Lausanne, c'est du solide, messieurs. Je pense que c'est la meilleure brigade défensive de toute la Ligue. Il y a de l'équilibre, vous avez des gars qui peuvent bouger la rondelle, qui peuvent apporter de l'attaque, il y a de la vitesse, il y a de la grosseur, il y a un équilibre gauche-droite qui est intéressant.
Et je pense que c'est là le plus gros point fort, c'est qu'on a 2 gardiens. On a un excellent gardien et un très bon gardien. Et puis, qui peuvent assurer le fort tous les soirs. Ça, c'est un luxe dans cette ligue-là. Et puis, on a, je pense, la meilleure brigade défensive de la ligue. Et ça messieurs, là, c'est dur. C'est difficile de jouer contre Lausanne, contre cette brigade défensive-là, je peux vous le garantir. Mais mine de rien, c'est un sacré message. Hein. Cette victoire face à Zug, c'est dire on est là, de montrer que Zug, jusqu'à là, grand dominateur, peut se faire bousculer. Oui, moi, j'aimerais revenir quand même sur ce que Steph dit parce que je trouve ça intéressant. L'année dernière, on a tant parlé de la défense de Genève. Puis c'est vrai qu'elle est encore bonne, cette défense à Genève, mais c'est rare qu'on vantait les mérites de la défense de Lausanne. Et c'est vrai que cette saison, oui, c'est une équipe avec beaucoup de profondeur en attaque qui marque des buts avec un gardien d'exception en Tobias Stéphane, mais les joueurs, la brigade défensive devant lui est très importante. Et nous prouve que probablement 2 des meilleures brigades défensives de la Ligue sont en Suisse romande, sont autour du lac Léman, c'est Genève et Lausanne. Et pour revenir à la transaction, Steph en a parlé, la transaction, pour moi, c'est un win-win. Les 2 équipes sont allées chercher, ont comblé des besoins. Ils ne sont pas nécessairement allés chercher un nom et donner un pactole contre. Au contraire, ils ont fait, oui, Vermin en talent, il est supérieur à tel joueur, mais nous, ce qu'on a besoin dans l'effectif, c'est lui et lui. On a ciblé les besoins, on a ciblé les lacunes, et dans les 2 cas, on a rempli tout ça avec cette transaction, puis elle paye aux 2 endroits. Moi, ce que j'ai aussi retenu, c'est que Lausanne a envoyé un gros message pour la suite du championnat et pour les playoffs. C'est attention Zug, attention Zurich, on est là, et puis il faudra vraiment compter sur nous. Et puis surtout, on parle de la défensive de Lausanne, c'est même avec l'expulsion de Barberio, ça a quand même continué de tenir la route. Donc, ce n'est pas un seul bonhomme qui fait la différence. C'est vraiment tout le monde qui a vraiment le haut niveau de National League. Maintenant, dans une telle configuration, cette victoire 5-1, vous l'avez d'ailleurs évoqué les 3, Lausanne gagne, aurait dû confirmer ce très bon résultat, se retrouve en quarantaine. Dominique Babs nous dit autant de quarantaine à Lausanne, il n'y a pas un problème finalement de prise de mesure, etc. Poisse, de gestes barrières, c'est qu'une question de poisse. J'ai vu Stéphane tout de suite réagir à cette question de Dominique. On ne peut pas dire ils ne sont pas disciplinés, ils ne font pas attention, ils ne mettent pas le masque, etc. Les gars, ils ont une vie, ils vont faire leurs courses, ils ont de la parenté, ils ont des cousins, ils sont comme tout le monde au quotidien, ils font attention, mais ils ont aussi des enfants qui sont scolarisés. Ça peut venir de partout, donc c'est trop facile de dire « Ah non, un problème de discipline ». Les gars, ils n'arrivent pas à la maison puis ils s'enferment dans leur chambre, ils ont une vie de famille aussi, il ne faut pas non plus… Je pense que là, c'est de la malchance, mais d'un autre côté, là, je pense que tout le monde va être immunisé, là. En tout cas, on y arrive bientôt. À Lugano, ils l'ont tous eu. À Ambry, ils l'auront tous eu. Berne, ils l'auront quasiment tous eu. Alors là, on dit que l'immunité, ça dure 3 mois. Là. Ça, c'est encore… on dit tout, puis le contraire de tout, d'être sûr d'avoir tout dit jusqu'à la fin. Mais ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que Lausanne, là, ils sont arrêtés de nouveau, mais ils ne seront peut-être plus arrêtés jamais, puis ils ne seront pas arrêtés éventuellement à l'aube des playoffs ou en playoffs ou dans le dernier droit. C'est peut-être pas une… Je pourrais toujours dire ça comme ça. Ça, c'est fait, quoi. C'est réglé. Mais pour en revenir, Jacques, à ce que tu disais sur les quarantaines et ce que Steph disait, les joueurs ne font pas exprès, ils ont des protocoles à respecter. Et moi, là, je fais le parallèle avec la NHL. La NHL ont des protocoles encore plus sévères parce que quand les équipes vont en voyage, les familles des équipes se font tester 2 jours avant le retour des joueurs parce que s'il y a un cas positif, femme ou enfant, les joueurs ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont testés à chaque jour, les joueurs, le membre du personnel, les soignants, tout le monde dans l'entourage des équipes sont testés et pourtant, il y a quand même des équipes qui sont mises en quarantaine dû à des cas dans les équipes. Donc, à un moment donné, ça reste un virus, ça reste quelque chose de très difficile à contrôler parce que si on avait la réponse et la solution magique pour mettre fin à tout ça, on n'en entendrait plus parler du coronavirus. Mais il y en a encore un, c'est encore à risque. Et mine de rien, là, c'est une petite bulle, une équipe de hockey. C'est des gars qui sont toujours ensemble, qui se côtoient dans le vestiaire, sur la patinoire, dans les salles d'entraînement. Donc, au final, quand un est là, c'est risqué pour les autres. Mais finalement, il a été évoqué notamment par la santé que les enfants étaient beaucoup plus contaminés avec le nouveau variant. Finalement, ce virus s'attraperait plutôt. On ne va pas rentrer dans un débat sur la pandémie, mais effectivement, les enfants
sont plus contaminés qu'ils l'étaient avec l'ancienne variante. Ce qui prouverait que les joueurs de hockey, c'est des grands enfants. Ça fait longtemps qu'on le dit. Non, mais tu peux pas. Là que je voulais en venir. Non, mais tu peux pas dire à un enfants hockeyeur de les plus voir contaminent ses enfants. On Non, est mais tu peux- d'accord. Mais le risque, il est là finalement de contamination, alors qu'on cherche une raison de ces quarantaines. C'est le contact familial, parce qu'on a dit que finalement, c'est le contact Alors, tu veux familial faire quoi dans lequel il y en a le plus. Tu Rien, veux rien, dire de qu'un laisser hockeyeur, vivre leur il vie peut quand pas même. voir. Malheureusement, c'est comme ça, quoi. Mais il y a un truc c'est qu'on comme peut. ça, ouais. Il y a un truc qu'on peut dire, c'est que moi, ce que j'ai entendu, les gars, on parle pour parler, on est entre nous, mais j'ai entendu que la Ligue regardait la possibilité de jouer les playoffs dans une bulle fermée à Cloton et à Zurich. Mais ça serait pas si mal en plus. Il Il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a pas de spectateurs. Donc les joueurs iraient en playoff tous dans un même hôtel ou dans 2 hôtels, bulle fermée, un peu comme ils font en Amérique du Nord avec dans la Ligue junior majeure du Québec, là où joue mon fils. Bulle fermée, et puis voilà, plus de contact avec l'extérieur. Tout le monde, c'est comme on a fait à Edmonton durant l'été dernier, durant les playoffs. On parle de ça à Zurich et Cloton. J'ai entendu ça pas plus tard que la semaine dernière. Et ce serait une décision géniale parce que tu ne peux pas jouer des playoffs avec des quarantaines. Parce que là, tu ne peux pas commencer avec un quart de finale, pas le terminer ou pas le jouer en entier ou prendre un match. Il y a eu un match de jouer, on prend le gagnant de ce match-là pour pas. Tu peux pas faire ça. Non, c'est playoff, tu peux pas. Tu les mets en bulle. Puis il y a Gilles dans les commentaires qui nous dit qu'il faut faire comme en NFL, une bulle durant toute la saison, même si ça coûte cher et que le contact familial, c'est dur. En Suisse, la Ligue a pas assez d'argent pour ça. En NFL, c'est une des ligues, si ce n'est pas la ligue la plus riche et prospère du monde de sport professionnel. C'est beaucoup plus facile pour eux, mais tu ne peux pas mettre ça en Suisse, surtout avec le calendrier, les contraintes ici et là. Ouais, puis ça dépend aussi les salaires des joueurs. Quand tu gagnes 1 million par mois, peut-être que tu es d'accord de ne pas voir ta femme puis tes enfants pendant un moment. Mais parce que tu es en train de nous dire quand que tu gagnes moins, c'est. Tu es en train de nous dire que la femme et les enfants, ils ont un prix, toi. Non, ils n'ont pas un prix, mais c'est peut-être plus facile. Non, mais ce que j'aimerais dire aussi, c'est que la quarantaine du LHC, on a vu que il n'y a pas d'incidence sur les résultats. Hein. Quand Lausanne est revenue de quarantaine, ils ont chaque fois fait des bons résultats. Là, ils sont dans le top 6. Ils ont au moins 6 matchs de moins que tout le monde qui les accompagne. Donc, au niveau du classement, ils sont confortables. Donc, même s'ils reviennent un petit peu en deçà après leur 3e quarantaine, ils sont dans une position vraiment confortable. Dis-moi, Jacques. À ce niveau-là, il y a quand même Fabrice Degobet qui a réagi en disant que certains clubs sont plus touchés par les quarantaines, font peut-être aussi un petit peu moins attention et vont peut-être être favorisés par le classement de points par match. Il estime que ce n'est pas vraiment juste pour ceux qui ont fait plus attention que les autres. Vous en pensez quoi, toi, par exemple, Joe? C'est une moyenne. J'ai un petit peu de difficulté avec la notion de faire attention ou pas attention, personnellement. Fais attention à ce que tu dis, d'ailleurs. Par contre, la moyenne de points par match, quand tu regardes le classement moyenne de points par match, oui, il y a des équipes qui vont monter, comme par exemple Genève, Lausanne. Ils vont monter dans le classement. Sauf que pour les playoffs, ça n'a pas vraiment d'incidence sur une place en playoff ou non, ou en pré-playoff ou non. C'est vraiment dans le haut du classement qu'il y a des équipes qui vont faire des bons favorables. Mais sinon, les moins bonnes équipes ne participeraient pas du tout ni au pré-playoff, ni au playoff. Donc, à ce niveau-là, je me dis, si c'est pour nous donner des playoffs, c'est sûr que ça avantage certaines équipes parce qu'il y en a qui vont avoir 50 matchs de jouer, d'autres 39. On s'entend que c'est 10 matchs de moins dans le corps. Mais en même temps, c'est des équipes qui ont été en quarantaine plus longtemps, donc qui ont eu moins d'entraînement. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est pire? Je peux pas dire, mais par contre, pour le classement, c'est mieux de faire des playoffs avec un classement point par match que de ne pas avoir de playoffs du tout. Ça, c'est mon avis. Entièrement d'accord avec Jonathan. Puis après dire qu'il y a des équipes qui font plus attention que d'autres. Nous, on a la chance d'être en patinoire. Je peux vous dire que je n'ai pas encore vu un joueur sans le masque. Je n'ai pas vu une place où il n'y a pas de désinfectant pour les mains. En tout cas, sur ce qu'on voit, les joueurs, ils viennent toujours avec les masques aux interviews. Ils font super attention. Après, c'est clair, on n'est pas dans le vestiaire 24 heures sur 24 avec eux. On n'est pas dans le car quand ils se déplacent. Mais en tout cas, sur ce qu'on voit, je peux vous dire que tout le monde fait attention. Les staffs font attention. Tout le monde essaye vraiment d'avoir une hygiène irréprochable. Effectivement. Petite question Kishaf, je ne l'ai pas prononcé correctement, je crois qu'il parle justement, c'est un nom
Namtrop, voilà, qui nous dit pour le cas de Barberio, qui a été sanctionné, pénalité de match, qui est puni pour ça. Savoir ce que vous en pensiez aussi, c'est rien à voir avec la quarantaine, mais je trouve que c'est une question importante parce que le recours de Lausanne n'a pas été retenu. Barberio a été sanctionné. Certains parlent de simulation de Barofner. Votre avis, peut-être toi, Stéphane. Barofner, il a une petite réputation, mais je pense qu'il était juste en déséquilibre et puis Barberio, un bras bionique. Mais non, mais c'est très, très sévère, peut-être trop, effectivement, mais la Ligue ne rentre rarement en matière dans les affaires de jugement. C'est de dire, ah non, c'est trop sévère, pas assez sévère, il méritait pas. Faire recours, c'est plutôt Lausanne qui voulait envoyer un message, on ne va pas se laisser faire, là, un petit wake-up call à la Ligue ou aux arbitres, dire, écoutez, là, ça suffit, là, c'est trop sévère, c'est pas la ligne qu'on veut. Mais le tribunal rentre rarement en compte pour des affaires de jugement. Vous allez me dire, dans le commercier, c'est le contraire, mais le commercier, c'était tellement aberrant qu'on est revenu en arrière. Mais c'est rare qu'une pénalité de 5 matchs. Les seules fois où j'ai vu des 5 matchs retirés, c'est que pour des cross-out. Disons, il y a une cross-out, et puis on s'aperçoit à la vidéo que c'est la crosse d'un coéquipier ou c'est pas le bon joueur. Là, c'est des cas flagrants où on retire parce que c'est blanc ou c'est noir. Mais là, ce genre de recours-là, ça arrive mais quasiment jamais qu'on revient sur la décision. Ben, c'est comme le cas avec Tom Ernest quand il a été expulsé à Ambry. Finalement, exactement. Ils y ont mis un match de suspension parce que c'était la deuxième fois qu'il avait 5 matchs dans la saison. Mais après, il n'y a pas d'enquête d'ouverte, il n'y a absolument rien. Bon, ils ont demandé, ils ont fait 2-3 téléphones à Genève et puis finalement, la Ligue leur a dit c'est bien beau, là, vous pouvez dépenser de l'argent, mais ça ne va rien donner. Nicolas Pidot était comme beaucoup, en estimant que c'était quand même un peu injuste et que c'était très sévère cette pénalité contre Barberio. Il est sanctionné. Le recours n'a pas été retenu. Moi, je vous propose de passer à la suite, puisqu'on a débattu de Lausanne, de passer maintenant au HC Vienne. Alors, le HC Vienne, les performances des Biennois. Marc-Antoine Pouliot, après la défaite face à Genève, Servette, disait qu'il fallait élever le niveau du jeu. Jérôme, toi, tu as pensé quoi de cette semaine biennoise ? Surtout sur le match d'hier, je trouve que la défense, elle est encore une fois bien en place. Hier, ils encaissent 4 buts, mais il y a un but où Bienne est à 5 contre 4, ils se font prendre en contre. Le deuxième, c'est à 4 minutes et quelques de la fin, ils font tout pour égaliser, et puis ils prennent une contre-attaque. Puis les 2 autres buts sont dans la cage vide, mais c'est surtout en attaque, où Bienne peine vraiment. Là, il y a quasiment tout le monde qui a été de retour. Il y a juste Kunti qui n'a pas joué hier, malade mais négatif au Covid. C'est ce qu'a précisé le staff du HC Bienne. Et je m'inquiète un petit peu pour le HC Bienne parce que Leuenberger, il a trouvé ses lignes. Quasiment à chaque match, c'est les mêmes lignes d'attaque, sauf quelques changements, puisqu'il y a toujours peut-être un blessé ou un malade ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'automatisme, ou alors que c'est assez difficile pour les Biennois de vraiment mettre le feu devant la cage adverse. Rayala, il n'est pas autant performant que les autres années. Pouliot, il se donne beaucoup de peine, mais ça ne fonctionne pas. Donc moi, je trouve que maintenant, c'est l'attaque qui pose problème à Bienne, alors qu'en début de saison, c'était la défense. Je suis assez d'accord avec Jérôme. Par contre, je veux essayer de temporiser les choses. Parce que moi, j'ai l'impression que depuis le début de la saison, on est quand même dur à l'endroit de Bienne en disant que quand c'est pas les gardiens, c'est la défense, sinon c'est l'attaque qui va pas. Bienne, dans les dernières semaines, ont eu un super passage, ont accumulé les points. Oui, contre des équipes derrière le classement, mais ils ont remporté ces matchs-là quand même. Ouais, et ça, il faut le souligner. Et si on prend la défaite contre Genève, ça s'est terminé en tir de barrage. Si on prend la défaite contre Lugano, j'ai regardé le match aussi, et mine de rien, il était dans le coup jusqu'à la toute fin, parce que ça s'est terminé 4-1, mais c'est resté longtemps 1-0 jusqu'en fin de troisième période. Donc, il était tout prêt d'aller chercher des points aussi à Lugano. Et ça dépend aussi des attentes qu'on a envers Bienne. Pour moi, Bienne, c'est une équipe, en ce moment, ils sont quoi? Ils sont 6e, 7e, je crois? Oui, 7e, mais c'est là qu'on les voyait de toute façon. Est-ce qu'ils peuvent se battre pour la 5e place? Je ne penserais pas. Ils vont se battre pour une des 2 premières places des pré-playoffs et affronter un Ambry ou un Rapperswil qui, en ce moment, leur cause pas trop de problèmes, qui viennent de battre dans une série de matchs contre des adversaires plus faciles. C'est là que je vois Bienne. Et pour ça, moi, oui, les défaites. Tu veux une victoire, là, j'excuse jamais une défaite. Comme compétitif, tu veux toujours... Comme compétiteur, tu veux toujours une victoire, mais quand même, Bienne,
on peut quand même se réjouir des dernières semaines. Et quand même de mettre en avant Lugano, parce que Lugano restait sur une série de 5 victoires consécutives, équipe en confiance. Genève aussi, avant d'affronter Bienne, était dans une belle dynamique. 6 victoires consécutives pour Lugano, c'était quand même, Stéphane, pas forcément un adversaire facile à les battre, à faire des points. Écoutez, Lugano avait perdu 4 matchs de suite parce que, écoutez, Riva est blessé en défense, on n'avait pas Wolf, on n'avait pas Yves non plus, donc on a fait jouer des juniors, on a fait jouer Villa, on a fait jouer Ugadi, 12, 13, 14 minutes par match. On n'a pas gagné un match durant cette séquence-là. Ensuite, Yves est revenu. On s'est mis à gagner. Juste Yves est revenu en défense, c'est Wolf, et puis ça a tout changé. Et là, on cumule des victoires. Il faut dire que Arcobello avait eu en même temps un passage à vide, Bodker aussi. Donc là, tout revient à la normale et c'est 6 victoires de suite. Lugano, qui est un sérieux prétendant au top 6. Moi, j'ai confiance en cette équipe. On a quand même 2 gardiens qui tiennent la route. C'est rare, encore une fois. C'est un peu comme Lausanne. Il y a vraiment 2 gardiens qui peuvent assurer le fort. Il y en a un qui a été blessé. Schlegel a été peut-être surchargé un moment, là, quand il est arrivé dans ses 4 victoires de suite avec les jeunes défenseurs et Schlegel qui était un peu fatigué. Mais là, tout est rentré dans l'ordre du côté de Lugano. Et moi, ce qui me désole, je vais faire une parenthèse là-dessus, c'est d'entendre les rumeurs qu'on veuille changer d'entraîneur à Lugano. C'est légitime, c'est un choix. Qu'on ne veuille pas renouveler Serge Pelletier, voilà, ça c'est un choix de la direction, de Dominique Kelly, etc. Si on ne peut pas aller contre ça, ils sont libres. Simplement qu'on sorte une rumeur pareille un soir de match durant le deuxième tiers, alors que son équipe avait 4 victoires de suite. On rappelle, c'est mardi soir que c'est sorti durant le deuxième tiers du match entre Fribourg et Lugano, qu'on sort un journal à sensation qui sort une nouvelle comme quoi Max Orley est annoncé du côté de Lugano, etc. Une nouvelle qui n'a pas été confirmée. Oui, il y a eu des discussions, mais la signature, il n'y avait rien de fait. Peut-être que ça se fera, mais j'ai trouvé ça cheap, d'un niveau très, très bas. Et voilà, évidemment, bon, peu de gens vont dénoncer ça, mais moi, je le dénonce, ça m'énerve un peu. Je ne dénonce pas le fait que Lugano cherche un entraîneur ou rencontre Chris McSorley, ce qui est légitime, mais que l'annonce soit faite à ce moment-là, ça manque singulièrement de classe. C'est un peu craché sur un entraîneur qui fonctionne bien, tu l'as dit. Les résultats s'enchaînent, ils sont positifs. Alors que ce soit négatif, qu'il y ait 8 défaites d'affilée et puis qu'on dise qu'on a l'intention de changer d'entraîneur, ok, mais là, il n'y a aucune raison de prendre cette position-là. Je ne sais pas si vous voulez prendre position, Joe, Jérôme, par rapport à ça. Ben, écoute, il n'y a aucun parti pris. Puis moi, je connais Stéphane, puis c'est pas parce que c'est Serge Pelletier qui dit ce genre de truc-là, parce qu'il y a un grand respect aussi envers Chris McSorley de sa part, mais il y a des humains derrière ça aussi. Puis en prenant un rôle de coach, tu sais que tu es sur un siège éjectable, mais quand ça va bien, tu travailles avec ton équipe, tu mets les efforts, tu mets les heures. C'est un job qui est assez difficile à être coach au niveau professionnel ou même au niveau inférieur. Et de vivre ça, je veux dire, Serge Pelletier est très au courant de ce qui se passe aussi. Il les voit, les news. Puis de recevoir un peu cette claque sur la gueule en plein milieu d'un match, il y a un humain derrière ça. Puis là-dessus, je suis entièrement d'accord avec Stéphane. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne le cas de Serge Pelletier puis du HC Lugano, on l'a dit qu'il fonctionne très, très bien pour le moment. Et puis, dernière question pour Bienne. Le calendrier maintenant, parce que Bienne, j'ai regardé au niveau du classement, est 8e avec 2 points de retard sur le 6e Davos. Alors, il faut tenir compte des matchs en retard, en avance, etc. Ce classement bancal. Mais Jérôme, toi qui suis Bienne, d'ailleurs, comme toutes les autres équipes, mais qui t'es attardé sur le calendrier des Biennois, waouh! Ouais, Bienne reste sur 8 matchs, 20 points. Ça, c'était le calendrier facile. Là, ils ont joué Genève et Lugano. Ils ont fait 2 matchs, 1 point. Et puis, si je regarde le calendrier qui vient là pour les Ceylandais, c'est demain, c'est à Zoug. Puis ensuite, c'est Fribourg-Lausanne, Zurich, Lugano. Pas si mal. C'est pas si mal, hein? Donc on va voir le nombre de points que va faire Bienne. On n'a pas tous le même mois de février. Hein? Non, mais c'est assez... C'est assez marrant, entre guillemets, de voir comme le calendrier biennois est coupé entre des équipes qui sont en dessous de Bienne au classement, et puis ensuite, hop, des équipes en dessus, et puis ils vont comme ça. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Je ne sais pas. Mais c'est là qu'on va voir peut-être la vraie valeur du HC Bienne. Exact. Et c'est ça. En même temps, ce n'est pas des semaines baromètres pour le HC Bienne. Contre les moins bonnes équipes, là, on a eu du succès. Là, on va affronter les ténors. Voyons voir où se place le HC Bienne. On va avoir une vraie idée de qui est le vrai HC Bienne et contre qui. Tous les entraîneurs vous répondraient, les gars, faites des théories, mais c'est match après match.
point après Il n'y a point. personne qui regarde le calendrier et se dit, il n'y a personne qui fait comme toi, c'est match après match. Ça, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Mais On nous répond ça je pense que partout. Yann derrière, quand il a son board sur son tableau, là, son grand calendrier avec les matchs, là, il doit se dire, oh, Effectivement, et puis Marc-Antoine Pouliot l'avait dit, Bienne doit élever le niveau de son jeu. Ça sera l'occasion, il faudra le faire là, face à ces ténors du championnat de National League. Voilà en ce qui concerne Bienne. Moi, je vous propose, sans plus attendre, de passer à la suite. Hein. C'est le coup de cœur ou le coup de gueule. Messieurs, on approche la Saint-Valentin et j'ai décidé aujourd'hui de donner un peu d'amour. Donc, pour cette fête de l'amour. Et je donne cet amour à Genève qui mérite mon coup de cœur de la semaine pour ses prolongations de contrat de ses deux gardiens, Gauthier Desclous et Stéphane Charlin. Prolongation de 4 ans pour Desclous, 3 ans pour Charlin. Dans le contexte qu'on connaît là, avec la réforme des étrangers, du nombre d'étrangers, l'incertitude par rapport aux gardiens, parce qu'on ne se prend pas de cachette, il devrait y avoir beaucoup de gardiens qui vont arriver de l'Amérique du Nord ou d'ailleurs sur la planète hockey pour converger vers la Suisse maintenant qu'on peut avoir plus d'étrangers dans les équipes. C'est un poste qui va être un peu à risque et Genève développe de très bons gardiens avec son entraîneur des gardiens, Sébastien Beaulieu. Charlin et Desclous sont deux produits genevois que Beaulieu a développés. Et qu'est-ce qu'on fait dans cette période d'incertitude? On signe ces deux gardiens à long terme. On leur dit, vous êtes nos gardiens d'avenir. On croit en vous. On veut gagner avec vous. On veut que vous nous ameniez au prochain niveau. Et ça, pour moi, c'est magnifique. C'est très important pour ces deux gardiens d'avoir cette approbation de leur club. Et d'ailleurs, j'en ai parlé à Gauthier Desclous tout juste après la victoire contre Langnau mercredi. C'est la journée où Genève a annoncé cette prolongation de contrat et on écoute ce qu'il avait à dire. C'est clair que je suis hyper content. Comme le club l'a annoncé, comme je l'ai annoncé à travers le club, pour moi, c'est aussi chapeau au club de continuer avec les talents suisses et de ne pas aller... c'est un premier geste de ne pas aller contre cette règle, d'aller contre cette règle des 7 étrangers. Et puis maintenant, à voir, j'ai vraiment envie de progresser avec ce club. Il y a tout qui est là. Je pense autant sur le plan développement physique. Je pense qu'on a le meilleur coach des gardiens en Suisse. Le coaching staff, le plan de Genève est vraiment axé sur la progression, sur vraiment les talents locaux et c'est quelque chose qui me plaît et qui me donne envie de me battre pour ces couleurs. Gauthier Desclous, je ne sais pas si vous avez eu exactement la bonne partie de l'entrevue, là, mais ce qu'il disait, c'est qu'évidemment, il était hyper content de cette signature, que Genève, surtout, continue avec les talents suisses et aller contre cette règle des 7 étrangers. Ça, c'était l'essence de son message. Bien sûr, dans 2 ans, là, Genève va avoir 7 étrangers de signer dans son effectif, mais une chose est sûre, c'est que ce ne sera pas devant le filet. On garde 2 gardiens suisses, 2 produits de la maison. Et ça, moi, j'en suis très heureux et pour les 2 hommes et pour la santé de notre hockey suisse. Et Stéphane, pour un gardien, là, ça joue beaucoup entre tes 2 oreilles. Hein. C'est souvent une question de confiance. Et là, d'avoir la confiance des patrons, c'est sûr que tout est en place pour avoir des bonnes performances de ces 2-là dans les prochaines années. C'est sûr. Écoutez, il a prolongé de 4 ans, mais il avait encore un contrat pour l'année prochaine, Gauthier Desclous. Donc, il est signé jusqu'en 2026, les 5 prochaines saisons. Donc, vraiment, on veut en faire notre gardien numéro 1. Puis Charlin, c'est un excellent bon jeune potentiel qui va gentiment prendre du galon. Mais effectivement, c'est un message fort à envoyer. Et mes sources me disent que Genève n'était pas forcément pour, comme d'autres équipes d'ailleurs, gentiment, tout dans off, les gens nous disent on n'était pas forcément pour les 7 étrangers, mais bon, là, ça s'est passé comme ça. Finalement, on a voté pour. Et ce que j'ai su, faire une parenthèse là-dessus, c'est que c'est un package. Les clubs ont voté pour un package qui comprenait la non-relégation, qui comprend un plafond salarial, qui comprend un certain nombre de trucs. Donc, chacun, il trouve un peu son compte là-dedans, puis vote parce qu'il y a 1 ou 2 éléments qui leur plaît, 1 ou 2 autres éléments qui leur déplaît. D'ailleurs, Ambry, Langnau, c'est la raison pour laquelle ils auraient voté pour le package, pas forcément pour les étrangers, ils ne sont pas forcément en accord avec ça, mais il y a surtout la non-relégation, fait qu'ils se sont dépêchés de lever la main ou pas. Je sais qu'Ambry s'est abstenu, par exemple. Mais Genève,
j'ai cru entendre qu'ils n'étaient peut-être pas forcément pour ces 7 étrangers, mais le message est clair, parenthèse, le message est clair, c'est que nous, on ne va pas aller chercher de gardiens étrangers, en tout cas pas pour les 2 prochaines années, et puis qu'on va, voilà, on n'a pas l'intention de se tourner vers l'étranger pour le poste de gardien, mais par contre, il y a d'autres équipes qui avouent en off être clairement d'avis qu'il faudra aller chercher des gardiens étrangers, pas parce qu'il y a un manque de talent, mais parce qu'on veut faire baisser les prix, parce que des Berra à 800 000 balles ou des Giannoni, là, je pense qu'on ne verra plus ça du tout. Ça, c'est le poste qui va être divisé par 2 probablement. Et moi, surtout, j'ai eu de mon côté. Oui, Jérôme? Non, je voulais dire, du côté de Genève, ils ont eu amplement raison de prolonger Desclous. Déjà, juste pour ses performances, sur les 9 derniers matchs, il est quasiment à 93% d'arrêt. Donc, si Desclous ne signe pas à Genève, c'est un autre club de Suisse qui va les chercher. Je veux dire, Desclous, il a le niveau d'un gardien étranger. Donc, autant prendre un gardien suisse qui a le niveau, et puis ça met un joueur étranger de champ de plus, soit pour un défenseur, soit pour un attaquant. Donc là, ils ont entièrement fait juste, Genève. Lui, puis il veut rester, je pense, et tout. Donc, ça, c'est bien. Et puis, j'ai parlé avec Sébastien Beaulieu de ses performances. Évidemment, il est fier de ça. Et il a dit, écoutez, lui, c'est un gardien qui n'est pas très grand, mais il est très, très rapide. Il dit que c'est un gardien exceptionnel avec ses jambières. Le bas du corps bouge très, très vite. Il est très réactif. Il est très rapide. Et puis, il dit ce qui a changé dans son jeu avec Gauthier Desclous, ce qui fait toute la différence, ce qui fait de lui un gardien de premier plan, c'est qu'il a acquis cette patience. Il ne descend pas trop rapidement sur la glace en papillon, comme peuvent le faire les grands gardiens comme Tobias Stéphane, Berra, etc., qui peuvent, eux, jouer la moyenne. Ils prennent la position, ils descendent rapidement. Le puck le frappe parce qu'il occupe beaucoup d'espace. Gauthier Desclous, s'il descend trop rapidement, on le bat facilement ici dans les lucarnes. Et lui, il est beaucoup plus patient. Il ne descend pas trop rapidement, ce qui fait que ça dissuade l'équipe adverse de tirer. Il n'y a pas beaucoup d'espace, donc les joueurs prennent d'autres décisions, essaient d'y aller pour la partie inférieure où il est excellent. Donc, l'explication du coach des gardiens sur les succès de Desclous. Oui, qui est vraiment une grosse progression pour Gauthier Desclous. Et puis, parmi les bons gardiens du moment, il y a Schlegel, il y a Ludovic Weber. Hier, je me suis entretenu un petit moment avec lui. On a parlé justement de cet étranger, ce que ça allait influencer pour lui. Il a dit que finalement, pour lui, qui était dans une pleine phase de progression, en étant le numéro 1 maintenant, qui se sentait peut-être un tout petit peu moins concerné, alors pas par vantardise, mais en disant qu'il fait ses preuves maintenant et qu'il est dans un beau train, mais il parlait surtout des jeunes. Les jeunes qui arrivent derrière, effectivement, qui n'auront peut-être plus l'opportunité de faire un match de temps en temps, comme c'était le cas jusqu'ici, si on amène des gardiens étrangers supplémentaires dans ce championnat. Mais relativement serein, Ludovic Weber, qui en est à 4 blanchissages cette saison. On rappelle que le meilleur, c'est Schlegel. Je ne les ai pas cités les deux pour rien, messieurs. Voilà, je crois qu'on a fini cette partie coup de cœur. Très bon coup de cœur, Joe. Très, très bonne idée de parler de ce renouvellement de contrat. Et puis, puisqu'on est sur Genève, eh bien, on va continuer avec le club genevois. Et pour débuter, parlons déjà de la bonne semaine de Genève Servette qui a remporté 2 succès, Langnau, puis le match à Vienne qui s'est joué au bout du suspense et au penalty. Peut-être toi, Stéphane, t'en penses quoi de ce Genève actuel, de ce que tu as pu voir, notamment dans les puck and goal et puis back-check de cette semaine genevoise? J'étais à Langnau pour commenter le match avec Joe. J'accompagnais dignement Joe à Genève. Écoutez, Genève a joué un bon match, a dominé Langnau. On a manqué un peu de réussite en première période du côté de Genève. Langnau a marqué un but à contresens. Et Langnau a fait illusion pendant 2 périodes. Genève était nettement la meilleure équipe sur la glace. Quand j'ai vu les 2 périodes de 5 contre 3 pendant plus d'1 minute 40 ou 1 minute 50 de Langnau, on a balbutié notre hockey. C'était catastrophique. Je suis désolé, là, c'était épouvantable. Et finalement, logiquement, Genève s'est imposé. Vous allez me dire dans la douleur, mais à la fin de la journée, c'est le résultat qui compte. Là, on ne peut pas battre ces équipes-là non plus 8-0 à tous les soirs. Et puis, il y a le triplé de Winnick. On avait donné les 2 buts à Marc au 3e tiers, mais il y en a un qui appartient à Winnick. Donc, ce qui faisait un triplé, il a d'ailleurs ramassé la rondelle. On se demandait pourquoi. Bon, on a parlé de son 100e point ou je ne sais pas quoi. Il a ramassé la rondelle. Il a fait son triplé dans la cage vide de Daniel Winnick et il est en feu sur Winnick, on va en parler après. C'est le leader de cette équipe actuellement, sans aucun doute. Vendredi, Genève a été correct, sans plus, a pris 2 buts en supériorité numérique, a encaissé 2 buts. N'a pas joué un grand match, mais ça suffit. Donc, les 2 équipes étaient so-so vendredi. Ce match-là, on l'avait en studio. C'était correct sans plus. C'était pas un match qui va passer à l'histoire. Mais Genève est quand même parti avec les 2 points. Moi, j'aime beaucoup cette équipe de Genève. Je pense qu'elle est
elle va être redoutable en play-off parce qu'elle peut vous battre sur plusieurs tableaux, offensivement, sur le power play. Les étrangers sont bons, on est bon sur les engagements, on a un bon gardien de but. C'est une équipe qui peut jouer physique puis déranger à peu près tout le monde dans la patinoire. Moi, je pense que c'est une équipe qui est armée pour aller en play-off. Il y a de la profondeur. Il y a beaucoup, beaucoup d'éléments qui parlent en faveur de Genève, qui, à mon avis, est un petit peu en dessous, devrait être mieux classé, à échapper des matchs qui n'auraient pas dû échapper. Il y a des forts caractères dans cette équipe. Des fois, ça déstabilise l'équipe. Mais quand vous jouez en play-off contre des forts caractères, les gars, c'est compliqué. Hein? Mais moi, je mettrais une piècette sur Genève pour les play-offs cette année pour être une équipe redoutable. Moi, je trouve que Genève... D'ailleurs, sur le chemin du retour, Steph et moi, à quel point cette équipe-là, si elle peut utiliser son système de jeu là, qui est très rapide, beaucoup d'échecs avant, on utilise bien les gros bonhommes. Daniel Winnick devant le filet, là, il est toujours bien placé. Il obstrue la vue du gardien. Il y a un bon jeu en bas de zone. C'est d'ailleurs ce qui a causé tous les problèmes à Langnau au début du match et dans chaque entame de période. On utilisait bien les qualités genevoises et en play-off, ça va être dangereux. Après, j'ai l'impression parfois que Genève joue trop selon son adversaire. J'ai l'impression que si, par exemple, c'est un match face à Lausanne, face à Zug, face à Zurich, on va avoir du hockey de très, très haut niveau. Tu vois que Genève va monter son niveau. Par contre, quand c'est un Langnau, quand c'est un Bienne, souvent, j'ai l'impression qu'on se contente un peu trop de juste faire le minimum pour aller chercher la victoire. Parfois, ça joue des tours. On l'a vu en décembre, Langnau avait battu 4-0 Genève, alors que pourtant, Genève avait joué un très, très bon début de match, une très bonne première moitié de match, incapable de marquer, et Langnau avait surpris Genève. Ben, on doit réussir à amener presque... Parce que c'est impossible d'être 100% parfait, d'être 100% toujours la même intensité et le même niveau de compétition, mais au moins rehausser un peu toujours, comme par exemple contre Bienne, ça aurait été bien d'avoir un Genève qui est un peu plus convaincant. Par contre, pour leur donner que c'était leur deuxième match depuis le retour de la quarantaine. Donc, tu as l'excitation du retour de la quarantaine et ensuite, c'est sûr qu'il va y avoir une légère petite baisse. On l'a vu avec Lausanne aussi qui avait perdu contre Davos à leur deuxième match au retour de la quarantaine. Est-ce que ça explique? Peut-être. Alors, j'ai quelqu'un qui parle de passivité des Genevois. C'est Nicolas qui nous a adressé ce message. Il évoquait notamment la Coupe de Suisse puisque les Genevois ont perdu contre Berne. Alors, estime-t-il que Berne est une équipe moins importante, entre guillemets, que les autres, mais ça a coupé un petit peu cette série de succès pour les Genevois. Peut-être toi, Jérôme. Ça a peut-être coupé. Après, je ne sais pas, ils viennent de quarantaine. Ils ont eu 2 matchs. Ils devaient battre Langnau, ils ont gagné, ils ont joué à Bienne, un petit peu plus attentiste, mais on sait que les Biennois, ils aiment bien prendre le puck et puis eux faire le jeu. Après, moi, c'est ce qu'a dit Stéphane avant, c'est ce que j'aime bien à Genève, c'est que quand il faut défendre, ils défendent, quand il faut mettre du rythme et puis attaquer, ils savent le faire, quand il faut aller au contact physique, ils y vont, quand il faut faire du pressing, ils y vont aussi, quand il faut être attentiste, ils savent le faire. À Bienne, ils ont pu compter sur un gros déclou qui est presque à 94% d'arrêt, si je me rappelle point. Et puis surtout, Genève, ils sont à 1 point de la barre, mais ils ont 6 matchs de moins que Davos. Il y a tous les feux qui sont ouverts. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas se faire de soucis pour Genève. Sauf catastrophe, ils seront dans les 6. Et puis, j'aimerais pas être l'équipe qui va jouer contre Genève en quart de finale de play-off. Franchement. Non. Stéphane, de ton côté, tu as... Clairement. C'est une équipe, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une équipe qui est difficile à jouer contre, qui a du caractère et qui est complète, qui peut vous battre de différentes façons à tous les soirs avec des étrangers percutants. Et voilà, puis des joueurs de caractère. Je veux dire, jouer 7 matchs en 2 semaines contre cette équipe-là. Hein? Wow. Ouais, et puis, décisif, tu as dit, dans toutes les situations, notamment au tir au but, puisque les Genevois se sont imposés grâce à un but de Tanner Richard, hein, qui était le penalty décisif pour les Genevois. Quelle classe la part de Tanner Richard. Ah, ben la fin, c'est la scoop move, hein, parce que c'est la cuillère à soupe. Il a fait semblant de la contourner, puis il a juste fermé ses mains au dernier moment. Et c'est très, très bien joué de la part de Tanner Richard, qui a été malin. Là. Quand les joueurs ils battent un gardien entre les jambes comme ça, ça compte double. Le gardien, il a l'air con. Sérieusement, le gardien, il a l'air non, je crois pas. Je n'ai pas ça, vu dans les tableaux. Ça ridiculise un peu le gardien pauvre là, qui sont mis à mal dans ces moments-là. Et c'est des petits moves qui ont l'air tellement faciles, tellement narguants un peu. Et non, mais c'était très, très, très bien joué de la part de Tanner Richards, qui a des mains en or. Il faut le dire, c'est un gars qui a des mains en or. C'est pas un buteur dans le jeu. C'est un gars qui va te marquer 10 buts maximum par année. L'année passée, il en a marqué 2 ou 3. Et c'est un passeur, mais en penalty,
il est bon. Oui, il va à l'essentiel, hein, Joe. Il va à l'essentiel, il ne fait pas de fioritures, c'est vraiment donner l'impact et marquer ce but. C'est un joueur hyper talentueux, puis il le démontre parce que ce genre de feinte est très difficile à réaliser. Parce que, mine de rien, d'y aller d'une feinte, de sortir le gardien de son positionnement, de le sortir du but et de le battre de l'autre côté, on le voit souvent. De battre avec un tir vif, ça aussi, on peut le voir. Mais ce genre de feinte où est-ce que, au final, la rondelle, tu la laisses glisser entre les jambes du gardien, le gardien qui, habituellement, va toujours être en papillon, va toujours être certain d'avoir sa canne entre les deux jambes pour ne pas donner ce trou durant son déplacement ça prend des mains, mais c'est les mains, mais c'est tout. Si on regarde le geste technique en entier, c'est du grand hockey. C'est vraiment des gestes techniques qui sont difficiles à réaliser et c'est magnifique qu'on ait ce genre de but dans notre championnat. On n'a parlé pas de fioriture parce que vous m'avez vu venir. Stéphane a demandé à revoir le penalty d'un certain Linus Omark, qui est un grand joueur. Encore une fois, on ne frappe pas Linus Omark, mais sur ce penalty, quand même, Stéphane, tu as vraiment voulu. Regardez le jongle, regardez le départ. Et tout le monde rigole dans la patinoire quand il fait son petit jonglage déjà. Non, on rigole. C'est drôle pour les gens qui sont à la maison, c'est pour les trucs YouTube, mais là, il s'est loupé propre en ordre. D'ailleurs, je crois bien qu'il n'a jamais marqué un but en penalty depuis dans ces années qu'il a joué en Suisse, ces dernières années, et puis cette année, mais ça a vérifié. Et on ne peut pas faire ça. Je veux dire, Linus Omark se plaint qu'il n'est pas Patrick Aymon ne l'a pas mis. Ça fait plusieurs fois qu'on va en penalty du côté de Genève. On ne l'avait pas mis, peut-être une fois, mais je sais qu'en tout cas, à 2-3 reprises, on ne l'a pas mis. Puis il y avait beaucoup de questions. Ça paraît-il qu'Omark se posait des questions. Pourquoi? Ben, vous l'avez la réponse. Pourquoi? Parce que lui, il fait des feintes YouTube. Il ne va pas marquer un but. Il veut être sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Mais je m'excuse, mais c'est un manque de respect. Ça ne se fait pas. Il y en a qui vont me dire non, ça ne se fait pas. Tu vas là, il jongle. Imaginez qu'il se loupe et que le puck part à gauche, à droite, qu'il part en arrière, c'est fini. Je veux dire, ça peut. Puis honnêtement, il a raté son coup. Je pense qu'il voulait l'immobiliser sur sa canne, de la transporter pour que ce soit sur tous les réseaux sociaux de la planète. Hein, superstar. Et puis, il s'est loupé, puis il s'est loupé propre en ordre. Moi, je pense que tu ne peux pas faire ça. Je le répète, c'est un excellent joueur de hockey. Il a un talent fou. Quand il rentre dans la zone, il trouve des lignes de passe, il isole les adversaires, il protège son puck. Je l'ai vanté gros comme le bras. Je sais, il est bourré de talent, ce joueur-là. Je le dis, mais les gens sélectionnent toujours la mauvaise partie que je dis sur lui. Et puis, parce que les gens de mémoire collective, mais il y a des trucs dans son jeu qui fait de lui un joueur excellent, mais qui ne joue pas pour l'équipe. Je suis désolé, parce que ça, c'est selfish, c'est individuel. C'est ça le problème. Il veut juste, c'est ça, c'est pas correct. Parce que le joueur s'appelle Linus Omark, ou peu importe son nom, qui est le standing ou l'importance dans l'équipe, peu importe, on s'en fout. Tu ne peux pas. C'est pas un match All-Star de NHL. Là. Tu vas voir des trucs comme ça quand il n'y a pas d'enjeu. Là, il y a un point en jeu. Tu es le premier tireur de l'équipe. Tu dois donner le tempo. Tu dois battre. Tu es dans une compétition de hockey. Là. C'est un championnat. Il y a beaucoup d'argent en jeu. C'est ton métier. Tu dois aller chercher la victoire. C'est ton mandat premier. C'est d'aider ton équipe à aller chercher une victoire. Quand tu es dans All-Star NHL et que tu fais partie du match des étoiles, tu peux te permettre ce genre de fioriture. Puis des buts un peu inusités en tir de barrage, on en a vu. Mais par contre, je vous dis une chose, ce sont toujours des feintes qui sont pratiquées par les joueurs durant les entraînements. On a vu des Martin Saint-Louis y aller à reculons. On a vu là, une feinte à une main d'Alexandre Texier. Ce sont des gestes techniques qui sont pratiqués et que les joueurs battent les gardiens à l'entraînement comme ça, ils se disent « je vais l'essayer ». Par contre, Omark, de jongler avec la rondelle comme ça donne quoi? Rien sauf le risque d'échapper et de perdre ta chance au but. Et ça, que ce soit Omark ou n'importe quel autre qui l'aurait fait, c'est pas la place. La prochaine fois, moi, si je suis l'entraîneur, je t'envoie pas au penalty. C'est sûr et certain. Tu restes assis, et les autres qui veulent marquer parce qu'ils veulent le point supplémentaire, eux, je vais les envoyer. Je peux vous dire que dans la tête des joueurs, des coéquipiers sur le banc, ils disaient « mais il faut quoi, machin? C'est pas possible. » Non, mais c'est ça, là. Non, c'est sûr. C'est ça, là. C'est ça. Parce que quand vous faites un penalty, tout ce que vous voulez pas faire, c'est de ne pas louper le puck en partant, comme Brad Marchand avait fait. Donc, la chose que tu fais, regardez tous les joueurs, quand ils récupèrent la rondelle, ils regardent le puck, ils prennent contrôle de la rondelle pour ne pas le louper. Il y a 2-3 dribbles faciles, etc. Au début, c'est prendre contrôle de la rondelle, s'assurer que le puck ne roule pas, ne vienne pas sur la tranche.
tac, tac. Puis après, sur le dernier stretch, soit ils accélèrent, soit ils arrivent en angle. Et là, ils peuvent essayer un gris-gris. Ted Enby est arrivé l'année passée, puis il avait flippé le puck, puis il avait tapé. Ça, c'est une feinte. C'est un geste qu'il a entraîné, qu'il a voulu pratiquer, il a marqué. Mais au départ, là, c'est quoi la feinte, là? C'est quoi la feinte, à part que ce soit repris sur les réseaux sociaux? C'est exactement ce que je voulais dire, Steph. C'est que quand tu arrives devant le gardien, tu essayes une feinte. Si tu la rates, au moins, tu as fait une feinte pour essayer de battre le gardien. Mais là, il jongle en prenant le puck. C'est pas comme ça qu'il va déstabiliser le gardien. Ça sert à quoi? Non, ça sert absolument rien. Il s'est déstabilisé lui-même. Non, le jonglage de départ, il risque de perdre le puck. Je pense encore à Palouchaï, par exemple. Palouchaï à Davos, qui a marqué un but extraordinaire. C'était la saison dernière, un but génial. Là, il a fait la feinte devant le gardien. Et là, de faire une feinte pour prendre à défaut un gardien, OK. Mais de mettre en danger l'équipe et les 2 points que peut remporter l'équipe en faisant mumuse au milieu de la patinoire et en montrant, regardez, je sais jongler, c'est effectivement extrêmement, extrêmement dangereux. Et puis, c'est pas de cracher sur un joueur que de dire ça, c'est juste de dire la réalité des choses. Il faut être objectif. À un moment donné, il y a des trucs qu'on doit dire, puis ça fait partie du truc, et c'est notre job aussi de relever les points positifs. Et Dieu sait qu'on en relève des points positifs sur Remarques, mais de temps en temps, voilà, il faut remettre l'église au milieu du village. Ouais, et là, vite fait, justement, dans les commentaires, là, j'ai vu Nicolas qui dit « Stéphane, on n'a pas une mémoire collective, on pense pareil, c'est de loin pas le joueur d'impact du GSHC. » Je pense que c'est un joueur d'impact. Je pense que Linus Ullmark, par son talent et par ses points, c'est clairement un joueur d'impact. Moi, je changerais le mot joueur d'impact pour leader. Je ne pense pas que c'est un leader à Genève. Le leadership de Genève ne vient pas de Linus Ullmark. Par contre, est-ce que c'est un joueur talentueux, probablement le plus talentueux du championnat pour ses qualités personnelles? Offensive. Il trouve des lignes de passe en attaque. Quand il rentre dans la zone, en entrée de zone, là, c'est incroyable. Je veux dire, il ralentit, il change de vitesse, il trouve des passes sur revers, etc. Il a une vista de la ligne rouge au but, de la ligne bleue au but. Il est exceptionnel. Je veux dire, c'est un chasseur de points. Il fait des passes, il trouve des lignes de passe que d'autres ne trouvent pas. Et c'est ça son talent. Par contre, quand c'est le temps de patiner dans l'autre sens, on dirait que la glace, elle monte comme ça. Et je l'ai montré en studio vendredi. Il faut vivre avec ses plus et ses moins. Puis à la fin, c'est quoi les plus et les moins? Est-ce qu'on est vraiment gagnant? Je ne le sais pas. C'est les entraîneurs qui peuvent répondre à ça. Et moi, quand je vois vendredi, ce que j'ai relevé en studio, c'est des trucs objectifs. On a vu la paresse sur son back-checking. Il n'a pas pris la bonne ligne de patinage sur le joueur alors qu'il était en avance. Il y a des petits trucs comme ça que moi, je vois, et je peux vous dire que tous les entraîneurs voient à la vidéo. Donc, voilà. Donc, c'est un joueur qu'il faut prendre comme ça. Pour son côté flashy, ce petit truc à l'attaque, son utilité en power play, mais gommer un peu ses défauts. Et tu l'as dit, je pense qu'ultimement, ce n'est pas un leader. C'est un joueur talentueux et ce n'est pas un joueur qui va leader une équipe à un championnat, ce qu'il n'a d'ailleurs jamais fait. Et ça dépend aussi pas que de lui. Hein, évidemment, il faut être à la bonne place au bon moment. Mais voilà. Et puis, faut le prendre comme ça. Mais moi, ce que j'aime pas, c'est quand on dit... Parce que souvent, on a tendance, même dans nos 3 étoiles, les gars, soyons honnêtes, on parle de ceux qui ont fait des points, de ceux qui ont marqué. Le gars qui a été hyper bon défensivement, qui a donné des bonnes premières passes toute la soirée, qui a pris son homme, qui a soulevé la canne de 2 gars devant lui au dernier moment, qui a boxé out, ben, c'est moins vendeur. Donc, évidemment, on marque. Mais à un moment donné, il faut regarder les 2 côtés de la patinoire. Et moi, je regarde ça souvent, les entraîneurs le regardent. Et voilà, c'est juste de remettre un peu les choses en perspective sur un joueur hyper talentueux qui a aussi des côtés qui agacent. Et on ne doute pas que Patrick Aymon va lui remonter gentiment les bretelles pour le remettre à l'ordre. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce penalty. On espère que vous l'aurez compris, que c'est un grand joueur, mais qu'il y a quand même l'esprit d'équipe qui compte avant tout. On va passer à la suite du programme. La dernière équipe dont nous allons parler, ensuite il y aura le débat, c'est Fribourg. Alors, Fribourg-Gotteron. J'ai eu l'opportunité de vivre la victoire hier de Fribourg face à une équipe de Zurich, certes diminuée, mais Stéphane, tu étais avec moi. Quel état d'esprit de la part des Dragons? Parce qu'on connaît leur difficulté à bien terminer les rencontres. C'est toujours un petit peu c'est poussif. Ils se font égaliser, ils se font passer en fin de match, notamment perdu 2-1 face à Lugano. Là, ils ont tenu bon face à un Zurich diminué, mais quand même, ils ont tenu bon. Ils ont joué un bon match. Fribourg a joué un bon match, a été bon un peu sur 60 minutes, je pense. Di Domenico a été excellent. Il est dans une bonne passe. Il a servi Gunderson de façon magistrale sur les 2 premiers buts. Gunderson, il est allé d'une lucarne incroyable sur le premier. Ensuite, il a mis un but magnifique, Di Domenico. Là. Typiquement, il a gagné de l'espace. Il est revenu plein de lucarnes. Et puis Gunderson a fait une passe magnifique sur le but, vous voyez là, de Desharnais. Donc, Gunderson et Di Domenico ont été les gâchettes, les meneurs à l'attaque. Mais dans l'ensemble, je trouve que Fribourg a joué un bon match. Berra,
sans être flamboyant. Bon, sur le premier but, il y a un petit quelque chose à dire, mais je veux dire, de façon générale, il a été bon. Il y a eu beaucoup de pucks déviés devant lui qu'il a su maîtriser. Le puck l'a frappé, il a joué la moyenne. Donc, c'était un bon match pour Berra qui a encore une fois la qualité de rendre des trucs difficiles faciles. Et puis, Zurich n'a pas été mauvais les 2 premiers tiers, sauf qu'au 3e tiers, on sent quand même que, sans enlever du crédit à Fribourg, qui a bien géré la situation, on sent quand même que cette équipe-là de Zurich est diminuée. Hein, sur les 4 étrangers, il y a 2 Swiss League qu'il faut dire, n'ont pas le niveau de la National League. Même Hayes était 13e attaquant. Et il manque c'est une équipe qui manque cruellement de profondeur. Il faut dire aussi, à l'heure actuelle, et puis il faut dire aussi qu'ils avaient joué 5 matchs en 7 soirs, 3 matchs en 4 soirs, alors que Fribourg était au repos depuis mardi. Et moi, j'avais prédit une victoire de Fribourg parce que c'était le temps ou jamais pour battre Zurich, amoindri par les blessures et fatigué. Ce qui n'enlève pas du crédit à Fribourg, qui a bien géré son 3e tiers parce que c'était quand même serré. Hein? Et ils ont bien géré la situation. On n'a pas donné de puck inutilement. Zurich a pressé en fin de match à 6 contre 5 pendant 3 minutes, presque 4 minutes. Et on a bien géré. Ça a tourné, mais on les a gardés à l'extérieur. C'est comme un 4 contre 5, un 5 contre 6. Ça a été bien géré par Fribourg. Les leaders se sont levés. Le gardien a fait le job. Et puis les employés de soutien ont fait le travail du côté de Fribourg. C'est une victoire qui va faire du bien au moral et puis satisfaire aussi l'entraîneur. Enfin, on a gagné un match contre une grosse cylindrée. Et David Desharnais l'a dit, on a évolué en équipe. Hein. Véritablement, c'est ça la grande difficulté lors des derniers matchs. C'est un peu démobilisé et tout. Ils n'ont pas répété les erreurs qu'ils faisaient jusqu'ici pour finalement remporter cette victoire. David Desharnais a dit on doit rester positif. On ne doit pas voir le verre à moitié vide, on doit voir le verre à moitié plein. C'est ce que les Dragons ont fait, Jérôme. Ouais, moi, je vais retenir 2 choses. Vous parlez d'un Zurich amoindri, mais il ne faut pas oublier que Fribourg était aussi amoindri. Il manquait quand même Stolberg, Aaron, Rossi et Bikoff. Ce n'est pas non plus des petits juniors. Hein? Est-ce que Aaron, à moins 16, c'est vraiment... C'est vrai, mais d'ailleurs, il manquait quand même des joueurs. Et, bon, et puis, ce que j'ai surtout bien aimé de Fribourg, c'est que quand Zurich a mis le 2-1, je me suis dit, ça va être compliqué. Et puis, Fribourg a su revenir. Fribourg a su passer l'épaule. Et puis, c'est ça surtout qu'on va retenir. Et puis, Fribourg a montré qu'il pouvait battre un top 5. Alors, est-ce que ça va vraiment les lancer et puis surtout enlever ce complexe fribourgeois? Parce que même si, Stéphane, on l'a déjà dit sur les autres émissions, même si Fribourg n'aime pas parler de ses défaites contre les top équipes, ben là, c'est une victoire. Donc, peut-être que ça va enlever un petit peu de pression et puis que la prochaine fois qu'ils vont jouer Zug ou Zurich ou Lausanne, ils vont se dire, cette fois, on peut les battre, on a les capacités pour les battre, justement. Moi, je vais poser une question à Joe. Hier, il y avait 18 gars 18 joueurs, 2 gardiens. On a le droit à 20 plus 2. Donc, il y avait 2 places sur le line-up. Il y avait 11 attaquants, 3 plus 2. Donc, hier, écoutez, Motet, Desharnais, c'est 24 minutes. Beaucoup de temps de glace. Dubé a mis le paquet là, pour gagner. Les joueurs avaient de l'énergie. Il a tourné à 3 lignes, en gros. Mais David Ebichère, il y avait 7 défenseurs, 11 attaquants sur la feuille de match. David Ebichère laissait de côté. Est-ce que la réponse qu'on a eue, c'est qu'il dit ça ne sert à rien d'aligner 8 défenseurs, de toute façon, je ne le ferai pas jouer. Mais est-ce que tu le mets quand même dans l'alignement au cas où il y a une pénalité majeure, une blessure à un défenseur? Pourquoi ne pas habiller David Ebichère? Je pose la question à Joe. C'est que tu as le luxe d'avoir de l'espace dans ton effectif pour le rentrer. Et comme police d'assurance, je l'aurais rentré. Si tu veux lui faire passer un message, parce que la raison pourquoi il n'était pas en uniforme, et peut-être que Christian Dubé veut lui faire passer un message, peut-être qu'il n'est pas satisfait des dernières performances d'Ebichère. C'est une chose. Par contre, habille-le, laisse-le sur ton banc, ça passe un message, ça aussi. Explique-lui surtout la situation, parce qu'il ne faut pas oublier qu'Ebichère est très jeune. Tu dois avoir une bonne communication avec lui. Comme ancien joueur, je pense que Christian Dubé est conscient aussi qu'il doit avoir cette communication-là avec David Ebichère. Mais j'avoue que dans le match, si tu as une blessure, si tu as un Gunderson qui se blesse, ou peu importe le défenseur... C'est un 5 minutes, c'est pas ce qui peut arriver. Hein? Tu fais quoi? Tu as un défenseur qui se blesse, un autre qui sort, et là, tu vas jouer avec effectif très réduit. Et même si ça fait longtemps que tu n'as pas joué et que les joueurs sont capables d'en prendre un dernier, capable de faire 24 minutes, même chose pour Motet, ça, je ne suis pas inquiet. Mine de rien, c'est à un moment donné, tu ne sais pas, Zurich, comment ils vont sortir. Si Zurich décide de faire patiner Fribourg, mais vraiment, le 24 minutes, ça se peut que les gars aient la langue à terre, puis que si le match est serré à la toute fin, ça se joue sur 7 éléments. Heureusement, tout s'est bien passé pour Fribourg, mais cette décision-là, si jamais il y avait eu une défaite
et qu'il y a des joueurs qui seraient sortis ou qui auraient joué avec effectif très réduit pour le reste du match, et des questions qui seraient ressorties après. Mais donc, il se met un peu de spot. Oui, exactement. Pour revenir à cet alignement, tu disais qu'il y a des blessés du côté de Fribourg, mais quand je regarde les 3 étrangers blessés du côté de Zurich, Rowe, Kruger, Peterson, puis vous jouez avec 2 étrangers Swiss League. C'est autre chose. Hein? Je veux dire, qui a fait la différence dans le match hier pour Fribourg? Gunderson et Di Domenico, 2 étrangers. Et le luxe d'avoir 5 étrangers à Fribourg cette année, ça rapporte, hein, parce que Di Domenico, c'était toute une signature. Je l'avais dit au début d'année, c'est un excellent joueur de hockey. On se l'était posé la question d'ailleurs. Pourquoi 5 étrangers? Est-ce que ça va être bien dans le vestiaire ou non? Parce que Di Domenico n'était pas satisfait de son utilisation avec Langnaud. Et ces questions-là sont toutes sorties. Et finalement, ça prouve à quel point c'est une richesse d'en avoir 5, mais 5 de qualité. Parce que Di Domenico, hier, là, moi aussi, j'ai regardé le match. Puis c'est le Di Domenico que moi, j'aime voir parce que c'est un joueur que j'adore. Un joueur avec beaucoup de hangue, beaucoup d'émotions dans son jeu. Parfois trop. Parfois, ça lui nuit. Mais quand il est capable de gérer tout ça et que c'est fait de la bonne façon, c'est un joueur sur la patinoire qui est magnifique à voir jouer, qui peut faire gagner son équipe comme on l'a vu hier. Richard Ruffieux a posé une question maintenant, messieurs, qui n'a rien à voir avec les joueurs qui ont évolué lors du match. Un joueur était absent. On se posait beaucoup de questions sur son avenir. On s'en pose toujours d'ailleurs. C'est Andrei Bikov, annoncé blessé hier. Richard Ruffieux nous dit: est-ce que vous pensez que Fribourg va renouveler Bikov? Alors, c'est vrai que c'est un peu bis repetita parce qu'on parle de salaire, de diminution de salaire, etc. Et puis, question dans la question. Ensuite, vous pourrez répondre à ces 2 questions. Une très bonne question, la deuxième également. Sandy Jeannin, au niveau des juniors du côté de Fribourg, ce que vous en pensez? Peut-être, on va commencer avec Andrei Bikov, parce que c'est le sujet brûlant du moment. Renouvellement ou pas? Vas-y, Jérôme. Moi, je pense qu'il faut le signer parce que c'est un enfant de Fribourg. Les supporters aiment bien quand même pouvoir s'identifier à quelqu'un dans un club, et c'est les joueurs dont on parle. Je veux dire, à Fribourg, il y a Sprunger qui a fait toute sa carrière là. On part à Bienne, Mathieu de Chantry, il a fait toute sa carrière là aussi. C'est devenu l'emblème du HC Bienne. Alors, donc, si on peut faire signer Bikov à Fribourg, il faut tout faire pour le garder. Après, Bikov dit qu'il devra réduire son salaire. Alors, je ne sais pas de combien. Je ne sais pas s'il y a d'autres offres, d'autres clubs, et puis à combien non plus. Il faut tout mettre dans la balance. Mais en tout cas, je pense que Fribourg devrait tout faire pour signer Bikov, juste aussi pour l'identité. Et puis, c'est aussi un très bon attaquant. Hein. Est-ce que l'identité, ça se paye? Moi, c'est ma question. Parce que si tu compares Bikov avec, par exemple, un Heron, en ce moment, cette année, Bikov est plus important à Fribourg que Heron. Bikov, c'est un gars qui a toujours joué à Fribourg. C'est l'image du club, au même titre que Sprunger, par exemple. Et il y a une question de respect aussi envers ce genre de joueur-là. Et moi, être Bikov et pas avoir ce respect-là, je cognerais peut-être à la porte d'autres équipes. Et peut-être que Bikov tient à rester à Fribourg. Il y a peut-être ça aussi. Mais sinon, il va y avoir de meilleurs salaires ailleurs avec si on le met dans le bon rôle, Bikov, comme on le voit cette année, il est capable d'avoir encore un bon contrat. Il est capable de donner encore de bonnes saisons à une équipe en National League. Et c'est là où moi, si je me mets dans la peau du joueur, je trouve peut-être ça un peu insultant que justement, avec l'image du club et avoir une très bonne saison, il est lucide parce qu'il sait qu'il devra baisser son salaire, mais par contre, il y a quand même des comparatifs, il y a quand même une importance à Bikov à Fribourg. Alors, moi, je pense que ça se paye aussi, mais par contre, c'est du business. Business is business. Peut-être que Christian Dubé mise sur le fait qu'il ne voudra de toute façon pas partir, puis il va accepter la baisse de salaire de 60%. Elle m'a été confirmée. Je l'avais pas, c'était pas dans l'air. Donc, en gros, on peut dire qu'il passerait de 500 à 200. On va donner un ordre de grandeur. Je l'ai marqué dans ma chronique, donc c'est pas un secret. Mais lui, il se dit, attends, OK, il a été bien payé dans toute sa carrière. Il y a peut-être une surprime parce qu'il s'appelait Bikov. Donc, il a très bien gagné sa vie à Fribourg. Maintenant, le passer de 500 à 200, ou en gros, à peu près, c'est peut-être beaucoup. Ça fait 60% de baisse, etc. Puis lui, il se dit, attends, moi, je trouve qu'il fait une belle saison, il apporte beaucoup. Puis évidemment, les joueurs fonctionnent par comparatif. On ne parle pas trop de nos salaires, mais tout le monde sait à peu près ce que le voisin gagne. Et puis, moi, je suis sur la pièce de Bikov, je me dis, attends, Aaron, il gagne à peu près 500. Oui, il a profité du marché, puis c'est un spécialiste du powerplay. On ne voit pas trop ça cette année, mais le gars est moins 16, puis c'est le même Aaron qu'on a connu à Lausanne, comme ça en dents de scie. Il dit, attends, moi, je vais gagner 300 000 de moins que lui. Oui, il y a quelques années de moins. Donc, il se dit, attends, puis le respect,
Dubé peut dire à contrario, tu as toujours eu des bons salaires, tu as été gâté ici parce que justement, tu as été favorisé. Bon, il y a différentes façons de voir ça. Moi, je pense qu'on mise sur le fait qu'il ne va pas partir ailleurs puis il va accepter pour rester à Fribourg. C'est du business, comme tu le. Après, on peut avoir une surprise, Stéphane. On peut avoir une surprise. Peut-être d'autres clubs vont venir le draguer. Et puis à un moment donné, c'est pas que le cœur qui va parler. Moi, j'irais le draguer. Très honnêtement, oui. Il était convaincant contre Davos. Il était très convaincant contre Davos quand on l'a mis au centre. C'est un joueur de grande valeur, à mon avis. Après, il a une période un peu en dents de scie, ça allait moins bien. Il a eu sa commotion, il y a eu des moments un peu plus délicats. Mais lorsque je le vois évoluer face à Davos, lors de la victoire 7-6, passer aux prolongations l'autre, c'est un Bikoff convaincant, un Bikoff qui peut effectivement être dragué par d'autres clubs qui aimeraient l'enrôler. Il n'est pas aussi efficace qu'il l'a été, mais il génère quand même beaucoup de choses. On joue à 4 contre 5, il a fait job. C'est un gars qui peut jouer au centre à l'aile. Il a encore de la vitesse. Moi, je pense qu'il peut encore apporter quelque chose. Mais moi, je ne le vois pas partir pour 50 ou 100 000 de plus à Bienne ou à Langnau ou à Gaëtan Muller. Gaëtan Muller me dit, Bikoff serait-il vraiment capable de s'adapter dans une autre équipe? C'est-à-dire, adaptation, oui, au niveau de son jeu, mais de quitter la terre fribourgeoise, qui est le club avec lequel il a tout le temps évolué, Joe. C'est arrivé avec des joueurs de grand talent, des joueurs qui étaient l'image d'un club pour pouvoir terminer sa carrière ailleurs pour un championnat. Et ça, d'ailleurs, pour moi, ça fait aussi partie du débat parce que Bikoff, là, il est conscient que son salaire doit baisser. Pour 50 000 ou 100 000, tu ne déménages pas dans une autre équipe. Il faut vraiment que surtout qu'il a gagné de l'argent dans sa carrière. C'est pas comme s'il n'avait pas 50 centimes de côté. Là. C'est ça. Là, c'est vraiment si une offre, par exemple, il est de retour à 500 000 qui est sur la table avec une autre équipe, peut-être que là, tu y penses parce que tu as une retraite à planifier quand même, parce qu'une carrière de hockey, oui, tu fais de l'argent, mais c'est quand même une période donnée dans le temps. Par contre, Bikoff est conscient qu'il doit baisser son salaire parce qu'il vieillit, conscient aussi de la situation actuelle avec le coronavirus, sauf qu'en même temps, tu signes 4 ans Diaz, donc il y a encore de l'argent dans les coffres. Par contre, justement, en signant Diaz, tu as peut-être une des meilleures équipes de Fribourg qui va être sur la patinoire l'année prochaine. Donc, pour Bikoff, ce serait peut-être une occasion, une des dernières occasions de remporter un championnat à Fribourg. Et ça peut être alléchant. Et ça peut valoir un 50, 100, 150 000. Ça, c'est un bon point que tu touches là. Sincèrement, c'est un bon point. Et moi, je voulais aussi faire une parenthèse sur la disbalance un peu des salaires à Fribourg. On a parlé d'Aaron. Je vais regarder Motet, là, qui est top scorer cette année. Puis c'est pas un gars qui gagne. C'est de loin pas un des plus hauts salariés. Hein. Il est en dessous de Valzer. Il est en dessous d'un paquet de gars comme ça. Ça, c'est quelque chose qui, à la fin, j'espère qu'il a des bonus dans son contrat, Motet, pour augmenter le salaire, parce qu'on parle d'un contrat légèrement inférieur à 300 000. Alors, encore une fois, c'est des chiffres qu'on affirme comme ça, mais en entrecoupant pas mal d'informations, on arrive. Et je pense que c'est un gars qui a clairement signé un rabais parce qu'il voulait rester à Fribourg, parce que les gens le réclamaient, etc. Puis peut-être avant de connaître sa ou ses plus grosses saisons. Donc, c'est une question de timing. C'est pour ça que des fois, on dit qu'il a meilleur temps de signer un contrat d'une année ou deux que de 3, ce qu'il a fait. Il a opté pour la sécurité. Mais est-ce que cette disbalance des salaires peut causer un souci à un moment donné? Je ne sais pas. Mais moi, je vous dis, les gars, Fribourg, attendez-les avec la nouvelle patinoire, quand on va recommencer à mettre du monde, qu'on va revivre dans une vie normale, là, la patinoire elle va être pleine, elle est magnifique, il y a des loges corporatives, les revenus vont faire comme ça. Là, on a demandé les prêts de la Confédération. Selon mes informations, on les a demandés pour faire bien, on va les mettre de côté, puis on ne les utilisera pas parce que Fribourg ne veut pas baisser ses salaires durablement de 20 % parce qu'ils veulent aller au titre. On l'a dit, même le président a sous-entendu que le plafond salarial, ils allaient payer la taxe pour dépasser. Toutes des paroles on verra comment ça va arriver. Mais je vous dis, Fribourg est ambitieux et aura le moyen de ses ambitions. On parle de Lausanne, ça va être la même chose à Fribourg, je vous le garantis, ça va faire comme ça. Et c'est tant mieux, je me réjouis de ça parce qu'une équipe romande, encore une fois, qui va être parmi les gros, ça va être comme Zug, ça va être intéressant à Fribourg, les messieurs, les prochaines années. Attendez-vous à quelque chose de vraiment excitant. Et Sandy Jeanin, la deuxième question qui avait été posée tout à l'heure, qui vient dans le mouvement junior. Qu'en pensez-vous? Joe, par exemple, ou Jérôme, qui ne s'est pas exprimé tout à l'heure. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose, Sandy Jeanin. C'est un Fribourgeois, il a joué là. Ça peut être un motivateur aussi. Il connaît le hockey, il a de l'expérience, il a joué à tous les niveaux. Pour les jeunes, ça doit être motivant de se faire entraîner par quelqu'un comme lui, je pense. En tout cas, je pense qu'il sait transmettre son expérience. Et puis, je pense que c'est aussi quelqu'un, quand il te dit quelque chose puis que tu es joueur, quand il te corrige, je pense que tu l'écoutes.
t'as pas trop d'hésitation à avoir sur ses paroles. Donc je pense que c'est quelque chose de positif, ouais. Stéphane, toi, tu le connais bien, moi, je connais bien, de ton côté? C'est une très, très bonne nouvelle. Lui qui s'occupait du mouvement junior à Fleurier, donc il habite dans le canton de Fribourg, il voyageait à Fleurier dans son bled d'où il vient, hein, où il a sa famille. Et moi, je suis content parce que, selon ce que je sais, ça ne s'est pas très bien terminé avec Fribourg parce qu'il a terminé sa carrière commotionné. Il y a eu des histoires d'assurance. Il y a eu un certain conflit avec Fribourg-Gotteron au niveau de l'assurance. C'est quelque chose on n'a pas trop parlé, mais qui s'est mal terminé. Et je pense que le fait de le engager, c'est un très, très bon signal envoyé. Voilà, on met les choses à plat, tu reviens chez nous, voilà, on oublie les histoires du passé. Et je pense qu'il va faire, j'ai entendu, un gros travail administratif. Il va être surtout dans les bureaux, etc., un petit peu sur la glace. Ça reste à définir, mais ça fait partie des ambitions. Le retour de Sandy Jeannet fait partie du côté ambitieux de Fribourg pour les prochaines années. On veut vraiment, et je sais aussi qu'au niveau du mouvement junior, on va chercher des joueurs un peu partout en Suisse, des talents, on les amène. On a même signé des jeunes à venir dans 2 ans. Donc, puis on a mis une structure en place dans le canton de Fribourg qui est un exemple, à mon avis, avec des entraîneurs pros par région, avec Chalère, Claude Fugère, Serge Volet, Rochy. On est en train de se structurer comme un vrai club professionnel. Tout ça parce qu'il y a une nouvelle patinoire puis les revenus sont exponentiels. Et je vous le dis, on va compter avec Fribourg les prochaines années. Et puis Klaus Zog ne pourra plus dire qu'on vend du rêve à Fribourg. Et puis d'après un des supporters, Gaël Demière, il nous dit le capitaine Sprunger va convaincre Bikov de rester du côté de Gotteron. Ça aussi, c'est une affaire à suivre. Messieurs, je vous propose de passer à notre dernière ligne droite de cette émission. Eh bien, c'est le débat. Un débat dans lequel on en a discuté avant cette émission vous laisse s'intéresser d'un peu plus près par les joueurs marquants de ce début de saison qui vous ont marqué, par leur jeu. Alors, je sais déjà, toi, Stéphane, que c'est Linus Omark. Je ne vais pas te donner la parole. Non, mais moi, il ne faut pas me poser avec moi. C'est Linus Omark. C'est tellement Linus Omark qu'à chaque fois que je réponds, prenez le deuxième. Quand je vous parle de mon meilleur, je vous parle du deuxième de ma liste. Après, voilà, ben justement, le deuxième de ta liste, Stéphane, dans les joueurs qui t'ont marqué dans ce début de championnat. Winnick. Après un début de championnat, comme ce coup-ci, comme ça, Winnick est dominant dans toutes les phases de jeu. On l'a vu vendredi à 4 contre 5, en power play, etc. Winnick moi, je pense que Winnick est le grand leader de cette équipe genevoise. Et il y en a plusieurs, hein, mais moi, j'aime beaucoup Winnick. Je parle des derniers droits. Évidemment, il y en a d'autres, mais où j'aime beaucoup l'apport de Winnick dans une équipe de hockey. Je serais intéressé de savoir ce que nos téléspectateurs qui suivent cet overtime pensent, quel joueur les a principalement marqués. Mais en attendant de voir s'ils donnent leur opinion sur ce sujet, Jérôme, de ton côté, ton joueur qui t'a vraiment marqué sur cette première phase de championnat. Alors moi, j'ai commenté 4 des 5 derniers matchs de Zurich et il y a un joueur qui m'a marqué, c'est Sven Andrighetto. Il mesure seulement 1m78, mais on a l'impression qu'on voit que lui sur la glace. Non, mais c'est assez fou. Il vient de marquer au moins 1 point sur les 13 derniers matchs, donc ça fait depuis le 8 janvier. Il est à 13 matchs, 18 points. Mais ce que j'aime aussi avec Andrighetto, c'est qu'il sait tout faire. Quand il faut accélérer le jeu, il le fait. Quand il faut donner une passe, il donne la passe. Il arrive même à faire des passes. Je suis sûr que d'autres joueurs n'auraient même pas pensé qu'une passe était possible. Alors que lui, il arrive à la faire. Ça arrive dans la palette. Et puis, ce que j'ai surtout remarqué, c'est que Zurich a des blessés chez les étrangers. Et ils ont fait venir surtout Rautiainen, qui est le Finlandais des Getseka. Et sur les 3 premiers matchs qu'il a fait avec Zurich, Rautiainen, il a été dans la ligne de Diem, Prassel, puis une fois Diem avec Pedretti. Et c'est un joueur ordinaire. Et tout à coup, contre Berne, l'entraîneur a mis Rautiainen dans la ligne d'Andrighetto. Et tout à coup, tout est devenu facile pour Rautiainen. Et j'ai vu que quand il revenait de shift sur le banc, Andrighetto, il était chaque fois assis à côté de Rautiainen et il lui montrait des trucs, il lui expliquait avec ses mains, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Et je trouve qu'Andrighetto, il a réussi à le mettre en lumière. Et c'est ça peut-être aussi la force des grands joueurs. Ouais, du côté de Davos, pour ce qui me concerne, effectivement, alors tu n'es pas le seul à dire Andrighetto, Jérôme. Dominique Babs va dans ta direction. Il est vrai qu'il est très spectaculaire comme joueur. Moi, c'est Enzo Corvi, le centre de Davos, qui non seulement est très bon dans les passes, dans les assists,
mais a démontré encore une fois que c'est un redoutable marqueur avec très souvent des tirs puissants où il parvient à faire la différence. Et il a marqué aussi, lui, passablement de points. Il est 5e du championnat avec 34 points, 26 assists, ça le place. Stéphane, pour le moment, en première place au niveau des assists. C'est quand même une référence, ce joueur davosien, avec ses nombreux assists, souvent décisifs pour ses coéquipiers. C'est un gars qui marque moins de 10 buts par année. Là, il est rendu à 8. Il en a marqué 3 en power play, là, ce qu'il n'a pas l'habitude de faire. Mais c'est un passeur hors pair. Il a obtenu beaucoup de points en power play aussi. Hein. C'est 5 buts, 9 assists en power play. C'est presque la moitié de ses points, un petit peu moins en power play parce qu'il donne le puck. Il est sur le half-wall de ce côté-là, puis il donne le puck à Nygren. Puis Nygren, il shoot le puck comme une machine. Donc, ça rentre chaque fois. Donc, tu as des passes faciles sur le power play. Mais c'est un fabricant de jeu. Ce qui m'a toujours dérangé dans son jeu, moi, c'est son côté perimeter. C'est un gars qui reste beaucoup en périphérie, mais juste qu'il le fait bien, cette périphérie. Hein? Donc, il le fait bien, il la donne, il fait comme Tanner Richards, c'est un joueur comparable. Corvi est moins physique, mais il est vraiment bon. Il a une vision du jeu. Il rend les autres meilleurs autour de lui. Il fait que les autres marquent des buts. Et voilà, il connaît, je pense, sa meilleure saison en carrière. En tout cas, c'est cette saison-là qui attire le plus mon attention. Corvi qui avait été un petit peu en dents de scie ces dernières années. Mais cette année, chapeau. Il y a beaucoup de commentaires maintenant des personnes qui nous suivent. Kenny Labatte qui dit en bulle, il est en feu. Ouais. Mélanie Gobet, notre ancienne collègue qu'on salue au passage, nous dit Kylian Motet, bien évidemment. Di Domenico, tu en as largement parlé, Stéphane. Alors, je ne sais pas si on a retrouvé Jonathan. Ouais. Il faut en choisir un. Le problème, c'est qu'il faut en choisir qu'un. Mais je ne sais pas qui c'est qui fait cette émission. Mais... Il s'est simplifié la tâche. Hein. Il s'est simplifié la tâche, Jonathan. Vous allez tout de suite voir. Il n'a pas pris forcément la direction des joueurs parce qu'il dit talent de cette première partie de championnat. Il ne dit pas forcément défenseur, attaquant. On t'écoute, Joe. Messieurs, écoutez, moi, mon téléphone a eu peur du mot débat, je crois. T'as bien entendu. Censure automatique. La question t'a figé. Moi, je suis pas dans la polémique. Hein. Moi, je veux pas me mettre de l'huile sur le feu, donc j'ai décidé de m'abstenir. Donc non, je ne sais pas quels sont les joueurs qui ont été nommés par vous, messieurs, ou par les spectateurs. Là, je ne sais pas où est-ce que vous en étiez rendus. Donc, je vais essayer de vous suivre au fil de la conversation. On les a tous nommés. Mais on demandait c'était quel le joueur qui t'a le plus marqué. Moi, c'était Winnick. Jacques, c'était Corvi. Jérôme, c'était André Ghetto. Et toi, tu as 3 secondes pour décider. Comme ça, pour ne pas prendre dans les mêmes équipes ou les mêmes joueurs, là, évidemment, si je vais du côté de Lausanne, parce que je les ai commentés récemment quand même, il y a Lucas Frick vraiment qui s'est réveillé. Et ça, j'ai trouvé que ces dernières semaines étaient très bonnes. Oui, au niveau offensif, mais surtout au niveau des points, oui, mais surtout pour ce qu'il crée sur la patinoire. Là, quand je l'ai commenté contre Ambry, là, j'ai trouvé vraiment que son soutien à l'attaque, il devenait vraiment une sorte de général là, pour la relance, une très bonne relance de la part de Frick. Et aussi Malgin, évidemment. Malgin, je pense, depuis le 4 décembre, il y a 2 matchs seulement là, qui a été blanchi de la feuille de pointage. Donc, il est régulier sur la feuille de pointage. Ça, c'est quand même très impressionnant. Vous me direz, Lausanne, depuis le 4 décembre, ont eu 2 quarantaines. Je suis d'accord avec vous. Il joue. Malgré toujours. C'est facile, ça. On a eu pas mal de citations de nos personnes qui nous suivent actuellement. Romain, lui, dit Marco Lehmann. Il est assez intéressé par ce joueur. Ludovic Weber, on n'a pas cité de gardien, messieurs. On n'a pas cité de gardien. Non. Ludovic Weber, Schlegel. Weber s'impose comme le numéro 1 à Zurich. C'est quand même inattendu. Hein? Oui. Et Marco Lehmann, moi, je veux revenir aussi sur Marco Lehmann. Moi, j'ai eu la chance de commenter Rapperswil quelques fois déjà. Chance ou malchance, ça, c'est selon. C'est à vous de juger. Et, on n'a rien dit, nous. Ça dépend contre qui. Exact. Et moi aussi, Marco Lehmann, c'est quelqu'un que j'ai apprécié voir évoluer. C'est un jeune joueur bourré de talent, créatif, bonne explosion aussi sur la patinoire. Ça, j'ai beaucoup aimé ces qualités-là. Et j'ai eu la chance de commenter son premier but en carrière en National League. Mais oui, je suis d'accord avec notre spectateur là, qui dit Marco Lehmann, c'est vraiment un joueur qui sera à surveiller dans les prochaines années. Oui, c'est un petit gars qui a été formé à Cloton, ça. Hein? Donc, c'est un bon joueur. Pas un gros gabarit, par contre, mais il se développe gentiment. J'espère qu'il y en a des jeunes qui vont venir un petit peu derrière. Ouais, on a de formidables joueurs. Merci pour vos nombreuses participations. On va en citer encore 2. Stéphane Douce a dit, bien évidemment, Di Domenico. On l'a cité.
réalisé une dernière journée Mais on ne complètement peut pas tous les dingue. nommer, hein, mais il y en a une dizaine là, qui sortent facilement du lot. Motel là-dedans, comme Mélanie l'a dit. Des clous, on cite des clous là pour les buts. Et puis Andrighetto, c'est Isa Évidemment. Monet qui nous signale Andrighetto. Effectivement, il est en feu, il est devant au niveau des top scorers. Bref, un immense merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis tout au long de cet overtime. Merci Jérôme, merci à Joe, vous. merci Stéphane. Joe, on va te retrouver sur le studio. Hein, tu Ouais. vas nous pacter ta fraise sur le studio de Swiss Ta League. fraise. Ce sera mercredi, Langenthal à joie. Et tu t'enivres pas. Attention, avec modération. Hein. Ouais. Jérôme, de ton côté, long déplacement avec un déplacement du côté de Zug pour le match Zug-Bienne. Ce sera, Ouais, ça sera demain. mardi. Et le chanceux Stéphane Rochette va vivre le derby des Tseringen aux côtés de David Pietronigro. Quelle belle partie encore qui vous attend, messieurs. Demain à Fribourg, dans cette magnifique patinoire. En plus, c'est pas très loin de chez moi, c'est parfait. Et mercredi, je vais à Langenthal. La patinoire du Shoren, elle me manque. Ah, magnifique. Et puis toi, Ouais, Jérôme, Gala, hein, Pardon, Stéphane? Langenthal à joie, c'est un match qu'il ne faudra pas louper. Ça. Ah non, faut absolument pas le rater. Puis toi, Jérôme, Zug-Bienne, ça sera vraiment un test grandeur nature pour les Biennois. Ouais, exactement. On va voir ce qu'ils ont dans le ventre, ces Ceylandais, après leur défaite à OT5 contre Lugano. Et puis toi, Joe, t'as quoi dans le ventre? À quelques 2 jours de ce studio Les de Swiss papillons, League. les Les papillons? Le reste va gentiment commencer à s'y mettre aussi. Enfin du hockey de la Swiss League, enfin un studio de Swiss League. Là, on n'a pas été chanceux dans les derniers mois, mais enfin mercredi, c'est un rendez-vous pour tout le monde. Et je croise les doigts parce que dimanche, je devrais être du côté de la Valachia, dans la magnifique Valachia. Je vais passer ma Saint-Valentin à la Valachia si Ambry Oh! saute la compétition. Mais tu restes dans la Aïe, patinoire aïe, pour aïe. faire la fête après ou bien il fait un peu froid quand même? Là, j'hésite à amener ma copine parce que Non, elle va t'aider. faudrait qu'elle s'habille chaudement. Et je sais pas si elle est prête à vivre la Je Valachia. pense pas que tu vas marquer des points si tu l'invites à Valachia. Je veux moi que ça ne dit rien. Mais... Ça fait 10 ans, je pense que je peux me permettre la Valachia. Ah, ok, à 10 ans, c'est bon. Là, ça passe, tu seras pardonné. Messieurs, bon commentaire, bon déplacement, bonne présentation de studio pour toi, Joe. On vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Ne manquez pas nos nombreux rendez-vous sur les différents réseaux sociaux. Merci à Michael pour sa précieuse collaboration technique. On vous dit à très très bientôt. Bye bye. Ciao, ciao. Ciao.